Avez-vous déjà vécu un de ces jours où tout va de travers? Pour Manon Dubois, une étudiante en droit de 24 ans jonglant entre ses cours et son travail de serveuse, cette journée-là allait redéfinir toute sa vie. Il ne s'agissait pas seulement de renverser un verre ou de recevoir un mauvais pourboire. Il s'agissait d'une seule rencontre anéantissante dans la salle à manger dorée de l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Elle a défendu sa dignité face à un homme qui pouvait acheter tout le pâté de maison. Et pour cela, elle a été jetée dehors comme un déchet. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Elle se termine par une leçon que les puissants oublient souvent. La personne que vous écrasez aujourd'hui pourrait être celle qui fera s'effondrer tout votre empire demain. L'air de l'Ambroisie, un restaurant si exclusif qu'il n'avait pas d'enseigne, avait le goût de l'argent. C'était un mélange subtil de cuir vintage, de parfums coûteux et de l'arôme le plus léger, le plus alléchant, d'huile de truffe et de coquilles Saint-Jacques poêlées. Pour Manon Dubois, c'était l'odeur de la survie. Chaque verre à vin parfaitement poli, chaque serviette méticuleusement pliée était un pas de plus vers l'obtention de son diplôme de droit, et un pas de plus loin des factures médicales écrasantes qui étaient devenues la toile de fond de sa vie. Sa jeune sœur, Chloé, était la raison pour laquelle elle endurait les talons de 15 centimètres, les clients condescendants et le sourire mielleux et dévoreur d'âme qu'elle avait perfectionné. Chloé, avec ses yeux lumineux et un esprit trop vif pour n'importe quelle chambre d'hôpital, menait une bataille qui exigeait plus que du courage. Elle exigeait de l'argent, beaucoup d'argent. Alors Manon servait. Elle souriait et elle étudiait, récitant le droit de la responsabilité délictuelle dans sa tête tout en décrivant les notes d'un Bordeaux de 1982. Ce soir était différent. Une tension palpable crépitait dans la salle à manger. Monsieur Gérard Lefebvre, le propriétaire, un homme dont la colonne vertébrale semblait être faite de gélatine, se faufilait partout avec une lueur de sueur sur le front. Il arrive, avait-il sifflé au personnel plus tôt. Hubert de Caillouet, Table 7. Un service impeccable, où je vous fais la peau à tous. Hubert de Caillouet n'était pas seulement riche. C'était une force de la nature, un magnate de la technologie qui s'était hissé au sommet de la liste Forbes avec une cruauté légendaire. Sa société, Innovation Caillouet, était un mastodonte, son logo placardé sur tout, des maisons intelligentes aux drones militaires. Il était connu pour deux choses, son génie et son tempérament. Quand il est arrivé, le restaurant a semblé retenir son souffle. Il était beau d'une manière sévère, sculpté, avec des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver et une mâchoire qui semblait taillée dans le granit. Il était accompagné d'une blonde élancée, Brigitte, qui ressemblait moins à une compagne qu'à un accessoire. Manon fut assignée à sa table. « Respire », se dit-elle, son cœur martelant ses côtes. Ce n'est qu'un homme. Mais il ne l'était pas. Dès l'instant où elle s'est approchée, Caillouet l'a traité non pas comme une personne, mais comme une fonction. Il ne l'a pas regardée, claquant des doigts pour avoir de l'eau. Il a critiqué sa description des suggestions du jour d'un geste dédaigneux de la main. « Apportez-moi simplement le bœuf de Cobb, à point, et une bouteille du Pétrus, le Pomerol 2009. » Il a dit cela sans jeter un œil à la carte des vins, une démonstration de pouvoir conçue pour intimider. Manon a gardé son sang-froid, ses années de pratique prenant le dessus. « Un excellent choix, monsieur, » dit-elle, sa voix égale et professionnelle. La soirée s'est poursuivie, une marche sur la corde raide d'un service à haut risque. Manon se déplaçait avec la grâce d'une danseuse, anticipant chaque besoin, son sourire ne faiblissant. Jamais. Elle remplissait le verre d'eau de Brigitte, débarrassait les assiettes avec une efficacité silencieuse et s'assurait que leur expérience était, comme l'exigeait Monsieur Lefebvre, impeccable. L'étincelle qui a allumé la mèche était incroyablement petite. Alors que Manon versait à Caillouet un verre de la bouteille de vin hideusement cher, un commis de salle passant en courant lui a bousculé le bras. Ce fut un choc mineur, mais quelques gouttes de liquide pourpre, valant plus que son salaire de toute la soirée, éclaboussèrent la nappe blanche immaculée près de la main de Caillouet. La mortification a submerged Manon. Mess plus plates excuses, monsieur. Elle a commencé à tamponner la tâche avec une serviette propre. Je suis sincèrement désolé. Caillouet, qui avait été absorbé par son téléphone, a levé les yeux. Ses yeux glacials ne se sont pas posés sur la tâche. Ils se sont verrouillés directement sur les siens. Un lent sourire cruel s'est dessiné sur ses lèvres. « Désolé, » dit-il, sa voix faussement douce. « Vous êtes désolé. » Il a pris son propre verre, en faisant tourner le contenu. « Vous, les gens, vous trébuchez à travers la vie, laissant une traînée d'incompétence, et tout ce que vous pouvez offrir, c'est désolé. » Brigitte s'est agitée, mal à l'aise. « Hubert, c'était un accident. » Silence, a-t-il claqué, son regard toujours rivé sur Manon. « Dites-moi, comment vous appelez-vous » ? Manon, monsieur. Manon, a-t-il répété, goûtant le nom comme si c'était quelque chose d'immonde.
Vous savez quel est votre problème, Manon? Vous manquez d'attention aux détails. C'est le fléau de votre génération. Vous voulez la récompense sans l'effort. Il s'est penché en avant, sa voix baissant à un murmure venimeux. Je parie que vous faites partie de ces gens qui pensent que le monde leur doit quelque chose. Une petite artiste peut-être, ou une étudiante qui gaspille l'argent de ses parents dans un diplôme inutile en communication pendant que vous renversez du vin sur des gens qui, eux, contribuent réellement à la société. Chaque mot était une frappe calculée, conçue pour humilier. Manon sentit le sang quitter son visage. Mais alors, quelque chose d'autre a pris sa place. Une colère froide et dure. Il ne l'avait pas seulement insultée. Il avait insulté sa lutte. Le sacrifice même qu'elle faisait pour Chloé. L'image de sa sœur, pâle mais souriante dans son lit d'hôpital, lui a traversé l'esprit. Et Manon Dubois, la serveuse déférente, a disparu. À sa place se tenait Manon Dubois, future avocate. Elle s'est redressée, sa colonne vertébrale n'était plus courbée en signe d'excuse, mais rigide de défi. Elle l'a regardé droit dans les yeux, son sourire professionnel envolé, remplacé par un calme, une assurance inattaquable. « Monsieur », dit-elle, sa voix basse mais claire, résonnant d'une autorité qui a stupéfié la table et l'a réduite au silence. « Mon attention aux détails est la seule raison pour laquelle votre verre d'eau est resté plein, votre table débarrassée et chacun de vos besoins satisfaits depuis 1 heure et demie, malgré votre impolitesse continue. Mon diplôme inutile, comme vous l'appelez, est en droit, et il m'apprend que la dignité n'est pas déterminée par la taille de son compte en banque. » Elle a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air soudainement silencieux. « Le vin renversé était un accident pour lequel je me suis excusé. Votre comportement, cependant, est un choix, et c'est un bien mauvais choix. » Le silence qui a suivi était absolu. La mâchoire de Brigitte était tombée. Le visage de Caillouet, pour la première fois, a enregistré une autre émotion que l'arrogance, une fureur pure, non diluée. Ses traits se sont durcis et une veine a pulsé à sa tempe. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. Il a repoussé sa chaise, les pieds raclant violemment le sol. « Lefebvre » a-t-il rugi, sa voix résonnant dans la salle à manger opulente. Les têtes se sont tournées à chaque table. Monsieur Lefebvre est apparu en un éclair, son visage un masque de terreur. « Monsieur de Caillouet, tout va bien. »« Non, tout ne va pas bien », a grondé Caillouet, pointant un doigt tremblant vers Manon. « Cette petite garce insolente, elle vient de m'insulter en face. » Les yeux de Lefebvre, écarquillés de panique, se sont tournés vers Manon. « Manon, excusez-vous auprès de monsieur de Caillouet à l'instant. » Mais Manon a tenu bon. « Je n'ai aucune raison de m'excuser. J'ai énoncé des faits. C'était le coup de grâce. Pour un homme comme Caillouet, l'atteinte à sa réputation était pire que l'offense initiale. C'était une remise en question de son autorité absolue. Vous entendez ça, dit Caillouet à Lefebvre, sa voix dangereusement basse. Virez-la. Virez-la tout de suite, ou non seulement je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet établissement, mais je veillerai personnellement à ce que chaque personne que je connais boycotte cet endroit jusqu'à la faillite. Je vous détruirai. Ce n'était pas une menace en l'air. C'était une promesse. Monsieur Lefebvre a regardé Manon, ses yeux suppliants. Manon, s'il vous plaît. Non, dit-elle doucement, son regard fixé sur Caillouet. Le visage de Lefebvre s'est décomposé. Il s'est tourné vers elle, sa voix à peine un murmure, épaisse d'un mélange pathétique de peur et de colère. Vous êtes virée, Manon. Prenez vos affaires. Sortez maintenant. L'humiliation, brûlante et vive, a finalement percé sa colère. Elle était licenciée devant tout le restaurant pour s'être défendue. Elle pouvait sentir les regards des autres clients, un mélange de pitié et de curiosité morbide. Elle a regardé Caillouet une dernière fois. Il souriait, un air de cruauté triomphante sur le visage. Il avait gagné. Il avait écrasé l'insecte qui avait osé bourdonner en sa présence. Sans un mot de plus, Manon s'est retournée et s'est éloignée. Elle n'a pas couru. Elle a marché, la tête haute, dépassant les chuchotements et les regards, ses pas résonnant dans la salle caverneuse. Elle est sortie de l'ambroisie, loin de l'odeur de l'argent et des truffes, et dans l'air frais de la nuit, le poids des factures médicales de sa sœur, de son emploi perdu et d'un sentiment brûlant d'injustice pesant sur ses épaules. Le milliardaire avait gagné la bataille, mais alors que les lumières de la ville se brouillaient à travers ses larmes, Manon Dubois s'est fait une promesse. La guerre ne faisait que commencer. Le chemin du retour fut un tourbillon de lampadaires et de honte. Chaque pas sur le trottoir fissuré ressemblait à un coup. Les murs soigneusement construits de sa vie, serveuse la nuit, étudiante le jour, soignante toujours, avaient été réduits en miettes par l'ego d'un seul homme. Quand elle atteignit enfin son petit appartement au 3e étage sans ascenseur, le lieu ressemblait moins à un sanctuaire qu'à une cellule.
La pile de livres de droit sur son bureau semblait se moquer d'elle. À quoi bon apprendre la loi si l'on ne peut même pas se protéger soi-même? Elle s'affaissa sur son canapé élimé. La clé de son casier à l'ambroisie, encore serrée dans sa main, était froide et lourde, une relique d'une vie qui s'était terminée 2 heures plus tôt. La première personne qu'elle voulut appeler était Chloé, mais elle ne le pouvait pas. Elle ne pouvait pas laisser sa sœur entendre la défaite dans sa voix. Chloé avait besoin qu'elle soit forte. Alors Manon fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle se laissa pleurer. Elle pleura pour le travail dont elle avait besoin, pour l'injustice de toute cette situation, pour le sentiment d'impuissance pure et suffocante qu'elle ressentait. Elle pleura jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, ne laissant qu'une douleur creuse dans sa poitrine et une rage froide et latente dans ses entrailles. C'est dans ce vide qu'une nouvelle pensée commença à se former. Elle commença comme un murmure, une ligne de son manuel de droit. Du travail. Elle se redressa, essuyant ses yeux, et se dirigea vers son bureau. Elle feuilleta le lourd volume, ses doigts traçant les mots sur la page. Licenciement abusif, environnement de travail hostile, représailles. Monsieur Lefebvre ne l'avait pas simplement renvoyé. Il l'avait renvoyé sur l'injonction publique et humiliante d'un client, en conséquence directe de son refus de subir des violences verbales. Caillouet avait créé un environnement hostile et Lefebvre, en la licenciant pour l'apaiser, avait agi en conséquence. Était-ce une chance infime? Oui. Sa parole contre celle d'un milliardaire? Absolument. Mais c'était quelque chose. Son esprit assemblea. Vers qui pouvait-elle se tourner? Elle était étudiante. Elle ne pouvait pas se permettre un avocat. Puis un nom lui vint à l'esprit. Professeur Anjali Sharma. La professeure Sharma était à la tête du centre d'aide juridique de l'université et sa professeure de procédure civile approfondie. C'était une femme brillante et redoutable, dans la fin de la quarantaine, avec une réputation d'être aussi dure que juste. Elle avait un mépris particulier pour les tyrans d'entreprise et avait une fois passé un cours entier à décortiquer une affaire où une mégacorporation avait été mise à genoux par un seul plaignant déterminé. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une plainte bien fondée, avait-elle dit, ses yeux sombres balayant l'amphithéâtre. C'est le grand égalisateur. Avec une montée d'adrénaline qui repoussa son épuisement, Manon ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts volèrent sur le clavier, déversant toute l'histoire dans un courriel à la professeure Sharma. Elle détailla chaque ricanement de Caillouet, chaque mot de leur échange final, la soumission paniquée de Lefebvre et l'humiliation finale et écrasante. Elle appuya sur « Envoyer » juste après 2 heures du matin, son cœur battant d'un mélange de terreur et d'espoir. Elle ne s'attendait pas à une réponse avant le matin, si tant est qu'il y en ait une. Son téléphone vibra moins de 10 minutes plus tard. De Anjali Sharma, sujet, question juridique urgente. Manon Dubois message, mon bureau. 8 heures, ne soyez pas en retard. Manon fixa l'écran, une nouvelle vague de larmes montant à ses yeux. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. Le lendemain matin, Manon entra dans le centre d'aide juridique, l'air d'avoir traversé une guerre. Elle n'avait pas dormi et ses yeux étaient gonflés, mais elle portait sa blouse la plus professionnelle et tenait un carnet rempli de notes méticuleusement écrites. Le bureau de la professeure Sharma était sobre et fonctionnel, tapissé de livres sur le droit et la justice sociale. Sharma elle-même était assise derrière un grand bureau en chêne, une tasse de thé fumante à la main. Elle désigna la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous, dit-elle, d'un ton neutre. Racontez-moi tout. N'omettez rien. » Manon raconta à nouveau l'histoire, sa voix plus assurée cette fois. Sharma écouta sans l'interrompre, son expression illisible. Elle n'offrit ni sympathie ni indignation. Elle écoutait simplement, les doigts joints, son regard perçant ne quittant jamais le visage de Manon. Quand Manon eut fini, la professeure resta silencieuse un long moment. L'estomac de Manon s'inua. C'était peut-être une erreur. Peut-être qu'on lui dirait de passer à autre chose, que c'était une cause perdue. Hubert de Caillouet, dit enfin Sharma, sa voix un faible murmure. Elle pivota sur sa chaise et tapa son nom sur son ordinateur. Son avocat principal est le cabinet Cromwell, Danet et Associés. Léonard Cromwell lui-même, j'imagine. Ce sont des requins. Ils mangent des cas comme celui-ci au petit déjeuner. Le cœur de Manon assis Sarah. Monsieur Lefebvre, continua Sharma, est le propriétaire de l'Ambroisie SARL. J'ai consulté ses registres de commerce. Le restaurant est son seul actif majeur. Il est endetté jusqu'au cou. Elle se retourna pour faire face à Manon. Il est vulnérable. Caillouet ne l'est pas. Alors, c'est sans espoir, murmura Manon. La professeure Sharma prit une lente gorgée de son thé. Une lueur, un éclat de défi, apparut dans ses yeux. Sans espoir, mademoiselle Dubois. Sans espoir est un mot utilisé par ceux qui ont déjà perdu. La loi est une arme.
La question est de savoir si vous avez le cran de la manier. Ce ne sera pas facile. Ils essaieront de vous enterrer. Ils fouilleront dans votre vie, votre famille, vos finances. Ils essaieront de vous dépeindre comme une employée mécontente et incompétente à la recherche d'un gain facile. Êtes-vous prête pour cela? Manon pensa à Chloé. Elle pensa au visage suffisant et triomphant de Caillouet. Oui, dit-elle, la voix ferme. Je le suis. Un petit sourire, presque imperceptible, effleura les lèvres de la professeure Charma. Bien, parce que ce n'est plus seulement une question de licenciement abusif. Les actions de Caillouet et la soumission lâche de Lefebvre indiquent un schéma. Les tyrans comme Caillouet n'agissent pas ainsi une seule fois. Les restaurants qui cèdent à ce genre de pression rognent souvent sur les dépenses ailleurs. Elle se pencha en avant, sa voix baissant de manière conspiratrice. Nous n'allons pas seulement poursuivre pour licenciement abusif. Nous partons à la pêche aux informations. Nous allons demander les dossiers des employés, les registres de paie, les fiches de répartition des pourboires. J'ai le sentiment, mademoiselle Dubois, que le restaurant impeccable de monsieur Lefebvre pourrait avoir des pratiques de travail très défectueuses. Et si nous pouvons prouver un schéma de vol de salaire ou de mise en commun illégale des pourboires, cela devient un problème beaucoup plus grave pour lui. Un problème assez grave pour qu'il soit peut-être prêt à témoigner contre l'homme qui l'a mis dans cette position. Manon sentit un frisson la parcourir. C'était au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était de la stratégie. C'était la loi en action. Le centre représentera vos intérêts pro bono, dit Charma en se levant. Je m'occuperai moi-même des dépôts de plainte. Votre travail est double. Premièrement, écrivez chaque détail dont vous pouvez vous souvenir concernant votre emploi. Chaque fermeture tardive, chaque conversation sur les pourboires, le nom de chaque collègue. Deuxièmement, je veux que vous compreniez qu'à partir de ce moment, vous n'êtes plus seulement une victime. Vous êtes une plaignante. Vous êtes le moteur de cette affaire. Ce sera votre courage qui la mènera à son terme. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Maintenant, allez vous reposer. Je vais rédiger une lettre de mise en demeure à monsieur Lefebvre. Cela devrait donner à son café du matin un goût d'acide de batterie. D'ici cet après-midi, lui et monsieur de Caillouet connaîtront à nouveau votre nom. Mais cette fois, ce ne sera pas en tant que serveuse qu'ils peuvent jeter. Ce sera en tant que l'adversaire qu'ils n'ont jamais vu venir. Manon sortit du bureau et entra dans le couloir, le poids sur ses épaules semblant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La honte avait disparu, remplacée par une détermination d'acier. La professeure Charma avait raison. Elle n'était plus seulement une serveuse licenciée. Elle était une plaignante. Et le combat ne faisait que commencer. L'après-midi suivant, Gérard Lefebvre se trouvait dans son bureau à l'Ambroisie, tentant de calmer ses nerfs à vif avec un verre de whisky. L'incident avec Caillouet l'avait laissé ébranlé. Il avait sacrifié une employée convenable, certes, mais il avait sauvé son entreprise. Hubert de Caillouet était un faiseur de roi dans cette ville, et son patronage valait plus qu'une douzaine de serveuses. Lefebvre justifiait ses actions comme une décision commerciale pragmatique, une pilule amère qu'il avait dû avaler. Il commençait tout juste à y croire lorsque son hôtesse frappa et entra, tenant une enveloppe impeccable avec un air préoccupé. Ceci vient d'être livré par un coursier, monsieur Lefebvre, pour vous personnellement. Lefebvre prit l'enveloppe. Elle était lourde, faite d'un papier épais et coûteux. L'adresse de l'expéditeur était celle du centre d'aide juridique de l'université, dirigé par Anjali Sharma. Il l'ouvrit, le front plissé. À mesure qu'il lisait, son visage se vida de toutes couleurs. Le verre de whisky glissa de ses doigts tremblants et se brisa sur le sol, le liquide ambré s'imprégnant dans la moquette épaisse. La lettre était polie, professionnelle et absolument terrifiante. Elle détaillait dans un langage juridique précis les événements de l'autre soir. Elle citait des lois du travail national et européennes spécifiques concernant le licenciement abusif, les représailles et la création d'un environnement de travail hostile. Mais elle ne s'arrêtait pas là. La lettre demandait formellement la préservation de tous les documents relatifs à l'emploi de Manon Dubois, ainsi que tous les registres de paie, les fiches de pointage et les journaux de répartition des pourboires pour tous les employés des 3 dernières années. Elle concluait en déclarant que si un règlement satisfaisant n'était pas trouvé dans les 10 jours ouvrables, une action en justice serait intentée contre l'Ambroisie SARL et qu'il chercherait à obtenir la communication de pièces relatives à toutes les interactions avec M. Hubert de Caillouet qui auraient pu influencer les décisions de la direction. Lusang de Lefebvre S. Glocka. Les journaux de répartition des pourboires. Depuis des années, il prélevait une petite commission administrative sur le total des pourboires mis en commun par les serveurs, une pratique qu'il savait être, au mieux, légalement douteuse. Ce n'était pas grand-chose, mais avec le temps, cela s'additionnait. C'était un secret inavouable qu'il pensait bien enterrer.
Ce procès menaçait de le déterrer. Paniqué, il se jeta sur son téléphone et composa le seul numéro qu'il ne voulait pas appeler mais qu'il devait appeler. L'assistant personnel D. Hubert de Caillouet. Il doit savoir, marmonna Lefebvre pour lui-même, la sueur perlant sur son front. C'est lui qui a causé ça. Il doit réparer les dégâts. À des kilomètres de là, dans une tour de verre qui grattait le ciel, Hubert de Caillouet présidait une réunion du conseil d'administration. Il était dans son élément, disséquant les rapports trimestriels avec une précision chirurgicale, sa voix tranchant l'air vicié de la salle de réunion. Son téléphone, géré par son assistant dans l'antichambre, vibra avec l'appel de Lefebvre. À la fin de la réunion, son assistant, un jeune homme nerveux nommé Paul, s'approcha de lui avec précaution. « Monsieur Lefebvre du restaurant L'Ambroisie a appelé. Il a dit que c'était une urgence. » Caillouet Sapira, agace. « Quoi encore? Le lave-vaisselle est en panne? » « Il a reçu une mise en demeure, monsieur. Cela concerne la serveuse de l'autre soir, une certaine mademoiselle Manon Dubois. Monsieur Lefebvre a transféré une copie. » Paul tendit une tablette affichant la lettre de la professeure Charma. « Caillouet Essemper de la tablette. » Il lut la lettre, son expression passant de l'irritation à l'incrédulité, puis à un amusement sombre et bouillonnant. Une étudiante en droit, un centre d'aide juridique. Il le menaçait, lui. L'audace pure était presque comique. « Appelez-moi Léonard Cromwell, » dit Caillouet, un sourire dangereux jouant sur ses lèvres. « Dites-lui que j'ai un problème de nuisible qui a besoin d'être fumigé. » Moins d'une heure plus tard, Caillouet était en conférence téléphonique avec Léonard Cromwell, un titan du droit d'une soixantaine d'années dont les costumes sur mesure coûtaient plus cher que les frais de scolarité de Manon. Et elle invoque un environnement de travail hostile, ricana Cromwell, sa voix un grondement. « Rock. C'est une poursuite vexatoire, Hubert. Une tentative d'extorsion. Nous allons déposer une requête en irrecevabilité, les noyer sous la paperasse. Cette professeure Charma, je la connais de réputation, une idéaliste au cœur saignant. Elle ne fait pas le poids face à nos ressources. Je ne veux pas que ce soit simplement rejeté, Léonard, dit Caillouet, sa voix glaciale. Je veux qu'elle soit écrasée. Je veux que cette étudiante et sa professeure idéaliste regrettent le jour où elles ont appris à épeler mon nom. Contre-attaque, diffamation, ingérence délictueuse, tout ce qui vous vient à l'esprit. Faites d'elle un exemple. Cela pourrait devenir coûteux et bruyant, avertit Cromwell. Ça attirera la presse. Bien, claqua Caillouet. Que la presse voie ce qui arrive quand une moins que rien essaie de s'en prendre à moi. Enterrez-les. Comme vous voudrez, Hubert, dit Cromwell, le son d'un prédateur sentant une proie dans sa voix. Considérez-les comme enterrés. De retour au centre d'aide juridique, la contre-attaque est arrivée plus vite que même Charma ne l'avait anticipé. Un dossier impressionnant est arrivé du cabinet Cromwell, Dannet et Associés. Il contenait un rejet cinglant de leur offre de règlement, une menace de sanction pour dépôt de plainte abusive et l'avis d'une contre-poursuite contre Manon pour diffamation, réclamant des dommages et intérêts qui ruineraient sa famille pour des générations. Manon fixa les documents, le jargon juridique et les chiffres vertigineux nageant devant ses yeux. L'espoir qu'elle avait ressenti était étouffé par une terreur pure. « Ils me poursuivent en justice, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « C'est une stratégie classique, » dit Charma calmement, bien que ses yeux fussent durs. « À la poursuite bâillon, ou slap. Elle est conçue pour intimider et réduire au silence les critiques en les submergeant de frais de justice. Ils pensent que nous allons prendre peur et abandonner l'affaire. Devrions-nous, demanda Manon, le poids de la menace pesant sur elle. Absolument pas, dit Charma, sa voix résonnant de conviction. C'est un cadeau. Cromwell est arrogant. Il pense qu'il peut nous intimider pour nous chasser du tribunal, mais dans sa hâte d'impressionner, il nous a ouvert une porte. Elle tapota les papiers de la contre-poursuite. Pour vous défendre contre une accusation de diffamation, nous avons maintenant le droit à la communication de pièces pour prouver que vos déclarations étaient, en fait, vraies. Nous pouvons faire comparaître tous ceux qui étaient présents. Nous pouvons demander des dossiers. Il vient de nous donner la justification pour creuser encore plus profondément dans le monde de Caillouet. Le regard de Charma se tourna vers la liste des collègues que Manon avait compilée. Il est temps de trouver un témoin amical. Quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé. Quelqu'un qui est au courant de la comptabilité créative de Lefebvre. Son doigt se posa sur un nom. Leo Garcia. Vous avez dit que c'était un ami. Oui, dit Manon. Mais il est timide. Il a une famille. Il était terrifié ce soir-là. La peur est un puissant moteur, dit Charma. Mais faire ce qui est juste l'est aussi, tout comme la perspective de récupérer des années de salaire volées. Organisons une rencontre avec M. Garcia. De manière informelle, bien sûr. La rencontre eut lieu dans un café tranquille,
loin de l'ambroisie. Léo Garcia était une boule de nerfs, regardant constamment par-dessus son épaule. Il écouta Sharma expliquer la situation, sa main tremblant alors qu'il remuait son café. « Je ne peux pas, dit-il finalement, la voix basse. Lefebvre me virait. Et Caillouet, mec, tu ne sais pas ce que des types comme ça peuvent faire. » « Si, nous le savons, dit Sharma doucement. C'est pourquoi nous ripostons. Manon a été licenciée pour s'être défendue. Vous et les autres membres du personnel vous faites ponctionner illégalement vos salaires. Lefebvre n'a de pouvoir sur vous que parce que vous êtes divisés. Si vous vous unissez, vous avez le pouvoir. C'est ma parole contre la leur, marmonna Léo. Pas seulement la vôtre, contra Sharma. Votre témoignage, combiné au registre de paix que nous allons obtenir, sera accablant pour Lefebvre. Il devra faire face à sa propre bataille juridique. Vous seriez un témoin dans un procès, protégé par la loi contre les représailles. Elle fit glisser une feuille de papier sur la table. C'était un calcul préliminaire du montant que Lefebvre avait probablement prélevé sur ses pourboires au cours des 3 dernières années. Voilà ce qu'il vous a volé. Nous pouvons le récupérer pour vous, et pour tous les autres. Léo fixa le chiffre. C'était suffisant pour un acompte sur une maison. Assez pour offrir à ses enfants les choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Il regarda Manon, son visage fatigué mais déterminé. Il se souvint du sentiment écœurant dans son estomac en la regardant se faire licencier. Comment il était resté là, sans rien faire. Il prit une profonde inspiration, sa décision prise. « D'accord, dit-il, la voix tremblante mais ferme. Qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse ?» Anjali Sharma Surat. La première fissure dans la forteresse était apparue. Ils avaient maintenant un homme à l'intérieur. L'expédition de pêche allait commencer pour de bon, et ils n'avaient aucune idée de la taille du monstre qui se cachait dans les profondeurs. La phase de communication des pièces fut une guerre d'usure. Le cabinet de Cromwell déversa des milliers de pages de documents sur le petit centre de Sharma, la plupart non pertinents, une tactique conçue pour épuiser leurs ressources limitées. Mais Sharma et son équipe d'étudiants dévoués, avec Manon en première ligne, étaient implacables. Ils travaillaient tard dans la nuit, alimentés par le café et un sentiment de mission partagée, passant au crible chaque morceau de papier. Le témoignage de Léo avait été la clé. Armé de ses allégations spécifiques sur la commission administrative, Sharma a pu déposer une requête pour contraindre Lefebvre à produire les fiches de répartition des pourboires non expurgés et les registres financiers internes. Cromwell s'y est opposé, mais le juge, voyant les preuves claires présentées dans la déclaration sous serment de Léo, a accordé la motion. Lorsque les documents sont arrivés, ce fut la preuve irréfutable. Le stratagème de Lefebvre était exposé noir sur blanc, un prélèvement systématique et illégal de près de 15% des pourboires durement gagnés par son personnel. L'affaire contre l'Ambroisie était désormais solide comme le roc. Lefebvre était piégé. Mais Sharma ne se concentrait pas seulement sur Lefebvre. La contre-poursuite contre Manon lui donnait l'autorisation d'enquêter sur Hubert de Caillouet. Pendant qu'une équipe d'étudiants montait le dossier de vol de salaire, Sharma assigna une autre équipe, plus petite, à une tâche différente, une plongée profonde dans Innovation Caillouet. Je me fiche de ses cours de bourse ou de ses lancements de produits, leur a-t-elle expliqué. Je veux savoir où les cadavres sont enterrés. Chercher des amendes réglementaires, des plaintes environnementales, d'anciens cadres mécontents, des procès scellés. Un homme avec un ego aussi fragile a généralement des secrets qu'il protège. Manon se jeta dans la recherche. C'était une distraction bienvenue du stress du procès et de sa situation financière précaire. Elle passa des heures dans la base de données de la bibliothèque de droit, croisant des articles de presse, des documents judiciaires et des rapports de l'Agence pour l'environnement. Pendant des semaines, elle ne trouva que les manœuvres habituelles des entreprises, des poursuites mineures en matière de droit du travail, réglées à l'amiable, des efforts de lobbying prévisibles. L'armure corporative de Caillouet était polie et épaisse. Puis elle a trouvé une note de bas de page dans une obscure revue de droit de l'environnement. Elle mentionnait une série de protestations modestes mais persistantes quelques années plus tôt près d'une usine de fabrication de micropuces d'Innovation Caillouet. L'article était bref, qualifiant les protestations d'activisme local non fondé, mais il indiquait l'emplacement de l'usine, Chêne-Rivière. Manon se figea, son sang se glaçant dans ses veines, son souffle coupé. Chêne-Rivière était sa ville natale. C'était une petite ville oubliée du bassin industriel, le genre d'endroit que les gens quittent mais dont ils ne s'échappent jamais vraiment. C'est là qu'elle avait grandi, où ses parents vivaient encore. C'est là que Chloé était tombée malade. La maladie de Chloé, une forme rare et agressive de leucémie, n'était pas un cas isolé. Au cours de la dernière décennie, Chêne-Rivière était devenu un foyer de cancer. Des dizaines de personnes, dont beaucoup d'enfants, qui avaient joué dans les mêmes ruisseaux et parcs que Manon et Chloé,
avait reçu un diagnostic de cancer rare similaire. La communauté était dévastée, mais il n'avait aucune réponse. Les médecins parlaient d'une anomalie statistique, d'une coïncidence tragique. Les habitants soupçonnaient autre chose. Ils soupçonnaient l'eau, l'air, le sol, mais ils ne pouvaient jamais le prouver. C'était une ville pauvre, sans ressources pour combattre un ennemi sans visage et invisible. Maintenant, cet ennemi avait un visage et un nom. Hubert de Caillouet. Ses mains tremblant, Manon a commencé à creuser avec une urgence nouvelle et terrifiante. Ce n'était plus académique. C'était personnel. Elle a cherché Innovation Caillouet et Chêne-Rivière. Elle a trouvé des archives de presse locale, des messages de forums de citoyens inquiets et des procès-verbaux de réunions municipales. Un schéma a émergé. L'usine Caillouet avait ouvert 15 ans plus tôt, salué comme un sauveur économique pour la ville en difficulté. Environ 5 ans après son ouverture, les premières maladies étranges ont commencé à apparaître. L'entreprise utilisait une variété de solvants industriels puissants et d'agents chimiques dans son processus de fabrication. Ils avaient toujours prétendu respecter et même dépasser les normes de l'EE. Mais Manon a trouvé la mention d'un procès scellé intenté par un ancien responsable de la sécurité de l'usine il y a 8 ans. L'affaire a été abandonnée brusquement et le responsable avait signé un accord de non-divulgation strict. Puis elle a trouvé une carte d'études géologiques. L'usine Caillouet était située directement en amont de la nappe phréatique principale de la ville. Tout ruissellement ou fuite chimique irait directement dans l'approvisionnement en eau. Elle a consulté la chronologie de la maladie de Chloé. Ses symptômes avaient commencé il y a 7 ans. Tout correspondait. Le moment, l'endroit, le secret. C'était un puzzle horrible et déchirant. Et la dernière pièce venait de se mettre en place. L'homme qui l'avait humilié, qui l'avait fait renvoyer pour quelques gouttes de vin, était très probablement le même homme dont l'entreprise avait empoisonné sa sœur. La prise de conscience l'a frappée avec la force d'un coup physique. Elle a reculé de l'ordinateur, le souffle court, une vague de nausée et de rage blanche l'envahissant. Le procès, son travail, sa fierté, tout cela semblait si insignifiant maintenant. C'était tellement plus grand. Il s'agissait de justice pour Chloé, pour les enfants de Chêne-Rivière, pour toute une communauté qui avait été traitée comme un dommage collatéral dans la quête incessante de profit de Caillouet. Elle a couru vers le bureau de la professeure Sharma, serrant une poignée de documents imprimés, son visage pâle et strié de larmes. Elle a fait irruption par la porte sans frapper. « Professeur » Alta-T-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je l'ai trouvé. Je sais ce qu'il cache. » Sharma leva les yeux, surprise par l'état de Manon. Manon claqua les papiers sur le bureau. « L'usine Caillouet dans ma ville natale. C'est ma sœur, Chloé. Ce sont eux tous. C'est lui qui a fait ça. » Les yeux de Sharma ont parcouru les documents, son expression passant de la confusion au choc, puis à une intensité froide et concentrée. Elle a lu sur le foyer de cancer, a vu la carte de la nappe phréatique et a compris les implications horribles du procès scellé. Elle a levé les yeux vers Manon, voyant non seulement une étudiante ou une cliente, mais une jeune femme se tenant à l'épicentre d'une injustice monstrueuse. « Manon » dit Sharma, sa voix douce mais ferme, coupant court à la panique. « Respirez. Nous devons être intelligentes à ce sujet. » Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans le bureau, son esprit déjà au travail, formulant une nouvelle stratégie. Cela change tout. Le procès pour licenciement abusif n'est plus l'événement principal. C'est le levier. Ses yeux se plissèrent. Cromwell pense qu'il se bat contre une affaire futile concernant les sentiments blessés d'une serveuse. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Nous n'allons pas seulement gagner votre affaire, Manon. Nous allons l'exposer. Nous allons obtenir justice pour Chêne-Rivière. Les lignes de bataille avaient été redessinées. Il ne s'agissait plus d'un simple incident dans un restaurant chic. Il s'agissait d'une guerre qui faisait rage en silence depuis plus d'une décennie. Et Manon Dubois, la serveuse licenciée de Chêne-Rivière, menait désormais la charge. La découverte du lien avec Chêne-Rivière a transformé le centre d'aide juridique en un centre de commandement pour une guerre sur deux fronts. D'un côté, ils continuaient de presser leur avantage contre M. Lefebvre. De l'autre, ils ont entamé une opération clandestine pour monter un dossier contre Innovation Caillouet. Anjali Sharma a pris une décision calculée. Il ne pouvait pas introduire directement les preuves de Chêne-Rivière dans le procès en cours. Elle serait jugée non pertinente pour la plainte de licenciement abusif et rejetée. L'information était leur atout caché, à jouer au moment parfait. Leur stratégie publique restait axée sur le restaurant. Sharma a programmé une déposition pour Gérard Lefebvre. Son avocat, un petit avocat local, clairement dépassé, lui a conseillé de répondre à chaque question de manière véridique mais minimale. Ce fut un désastre pour eux. Dans une salle de conférence stérile sous les lumières fluorescentes crues, Sharma l'a démantelée. Elle était chirurgicale. À Monsieur Lefebvre,
Pouvez-vous confirmer que la politique de l'Ambroisie est de mettre en commun tous les pourboires et de les répartir entre le personnel? Oui. Et de ce pot commun, vous déduisez une commission administrative de 15% avant la répartition. Correct? Lefebvre S.I. Tortilla. Nous retenons une commission pour les frais de fonctionnement, la casse, les uniformes. Cette commission est-elle divulguée par écrit à vos employés lors de leur embauche, Monsieur Lefebvre? C'est un accord verbal. Un accord verbal qui vous permet de prélever près de 50 000 € par an sur les salaires de vos employés. Sharma fit glisser le grand livre sur la table. Est-ce exact? Le visage de Lefebvre devint cendré. Son avocat demanda frénétiquement une suspension de séance. Après cette déposition, la dynamique a complètement changé. Lefebvre était terrifié. Il faisait face à une action collective de tout son personnel qui le mènerait à la faillite et à de possibles poursuites pénales pour vol de salaire. Le puissant bouclier d'Hubert de Caillouet était introuvable. Les avocats de Caillouet avaient clairement fait savoir que les problèmes du restaurant étaient les siens. Sharma a vu son opportunité. Elle a approché l'avocat de Lefebvre avec un marché. « Votre client est dans une position impossible, dit-elle froidement. Mais nous ne sommes pas après lui. Nous sommes après l'homme qui l'a mis là. Demandez à Monsieur Lefebvre de fournir une déclaration sous serment détaillant la conversation complète qu'il a eue avec Monsieur de Caillouet le soir où Manon a été licenciée. Les menaces, la pression, tout. En retour, nous négocierons un règlement plus gérable pour la plainte de vol de salaire au nom des employés. » C'était une bouée de sauvetage et Lefebvre s'en est emparé. Sa déclaration sous serment était accablante. Elle dressait un tableau vivant de la tirade de Caillouet, de sa menace explicite de détruire l'entreprise de Lefebvre, et de son ordre direct de licencier Manon pour son insolence. C'était un cas flagrant d'ingérence délictueuse. Caillouet n'avait pas seulement influencé la décision, il l'avait dictée sous la contrainte. Simultanément, l'équipe de Sharma progressait sur d'autres fronts. Ils ont réussi à retrouver Brigitte, la compagne de Caillouet ce soir-là. Après l'humiliation publique de Manon par Caillouet, Brigitte avait rompu avec lui, dégoûtée par sa cruauté. À contre-cœur au début, puis avec une conviction croissante, elle a accepté de fournir une déclaration corroborant la version des événements de Manon, détaillant le langage vindicatif et abusif de Caillouet. Les murs se refermaient autour du procès pour licenciement abusif. La stratégie de déni agressif de Cromwell s'effritait sous le poids des preuves. Pendant ce temps, la guerre secrète, l'enquête sur Chêne-Rivière, portait ses propres fruits sombres. Sharma, utilisant les fonds du centre et une subvention pour les cas de justice environnementale, a engagé un détective privé, un ancien inspecteur bourru nommé Franck. Son travail consistait à retrouver le responsable de la sécurité qui avait intenté le procès scellé contre Innovation Caillouet 8 ans plus tôt. Franck l'a trouvé vivant dans une autre région sous un nom légèrement différent. L'homme, nommé Robert Fournier, était hanté et craintif. L'accord de non-divulgation qu'il avait signé était blindé et il était terrifié par les représailles de Caillouet. Sharma et Manon ont pris l'avion pour le rencontrer. Dans une chambre de motel tranquille, Sharma a exposé la situation. « Nous ne vous demandons pas de rompre votre accord de non-divulgation, Monsieur Fournier, a-t-elle expliqué. Pas encore. Mais nous savons que l'entreprise se débarrassait de manière inappropriée de solvants chimiques. Nous avons des analyses d'échantillons d'eau de laboratoires indépendants montrant des traces de ces mêmes produits chimiques dans la nappe phréatique de Chêne-Rivière. Ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un nous indique les preuves spécifiques. » Fournier était partagé. Il regarda Manon, les yeux remplis d'une tristesse lasse. « J'ai une fille de son âge, dit-il doucement. Il leur a raconté comment il avait averti à plusieurs reprises le directeur de l'usine de Caillouet des revêtements défectueux dans les bassins de déchets chimiques. Ces avertissements ont été ignorés. On lui a dit de falsifier les registres. Quand il a refusé, il a été licencié et menacé jusqu'à ce qu'il signe l'accord de non-divulgation en échange d'un maigre règlement. « Je ne peux pas témoigner, dit-il, la voix tremblante. Ils me ruineront. Mais si j'étais un avocat à la recherche de preuves, je demanderais les registres de maintenance et d'élimination des déchets de 2010 à 2015, en particulier ceux d'un sous-traitant qu'ils utilisaient appelé Tristet Environnement. Les registres internes de Caillouet étaient falsifiés. Les registres du sous-traitant ne le seront pas. C'était la dernière pièce du puzzle. Ils avaient maintenant un chemin direct vers les preuves. De retour au centre, Sharma a fait son coup le plus audacieux. Elle a contacté un journaliste d'investigation bien connu, Ronan Harel, du Journal de Paris, célèbre pour ses révélations sur la criminalité en col blanc. Elle lui a donné l'histoire, de manière non officielle, en lui fournissant les preuves de vol de salaire, la déclaration de Lefebvre et le témoignage de Brigitte. C'est l'histoire que je vous donne maintenant, lui a dit Sharma. L'ego d'un milliardaire fait licencier une serveuse,
exposant un schéma d'abus et de vol de salaire dans un restaurant de luxe. C'est un excellent article d'intérêt humain. Puis elle s'est penchée. Mais la véritable histoire, dit-elle, la voix basse, est ce que nous allons trouver ensuite. Gardez un œil sur Innovation Caillouet et une petite ville appelée Chêne-Rivière. Quand le barrage cédera, vous aurez le premier appel. La pression montait désormais sur plusieurs fronts. Cromwell, Dannet et associés, autrefois si confiants, se sont retrouvés sur la défensive. Leur contre-poursuite pour diffamation était morte dans l'œuf grâce aux témoignages concordants. L'affaire contre Lefebvre était solide. Un article de presse embarrassant était imminent. Ils ont approché Sharma avec une offre de règlement pour Manon, 50 000 € et un accord de non-divulgation. Manon et Sharma ont examiné l'offre dans le bureau de Sharma. Un an plus tôt, cette somme d'argent aurait changé la vie de Manon. Elle aurait payé une année complète de traitement pour Chloé. Ils ont peur, dit Sharma. Ils veulent faire disparaître cette affaire avant que l'article de Harel ne sorte et avant que nous ne creusions plus profondément. Manon regarda le chèque, puis pensa au visage craintif de Robert Fournier et au sourire fatigué de Chloé. Elle pensa aux familles de Chêne-Rivière, qui n'avaient toujours pas de réponse. Elle repoussa l'offre sur le bureau. Dites-leur que ce n'est pas assez, dit-elle, sa voix ferme et claire. Dites-leur que cela n'a jamais été une question d'argent. Dites-leur que je veux une rencontre en face à face avec Hubert de Caillouet. Sharma haussa un sourcil, un lent sourire se propageant sur son visage. Un coup intéressant. Vous voulez affronter le lion dans sa fosse. Il a commencé tout ça en refusant de me regarder, en me traitant comme si je n'étais rien, dit Manon. Cela se terminera avec lui me regardant dans les yeux alors que son monde s'écroule autour de lui. Je veux être dans la pièce quand ça arrivera. Sharma hocha la tête, ses yeux brillants de fierté. Alors c'est ce que nous exigerons. Une conférence de règlement final. Toutes les parties présentes. Le piège était tendu. Il ne leur restait plus qu'à attendre que le lion y entre. Les bureaux du cabinet Cromwell, Dannet et associés étaient conçus pour inspirer le pouvoir. Situés aux 2 derniers étages d'un gratte-ciel, ils offraient des vues panoramiques sur la ville, un paysage que Caillouet considérait comme son royaume. La salle de conférence était vaste, dominée par une table en acajou poli qui semblait longue d'1 kilomètre. Hubert de Caillouet était assis à la tête de la table, flanqué de Léonard Cromwell et d'une équipe de 3 autres avocats. Il était l'image de la nonchalance arrogante, faisant défiler son téléphone comme si la réunion était un inconvénient mineur. Cromwell lui avait assuré que ce n'était qu'une formalité finale, une chance de regarder de haut la petite serveuse et sa professeure pro bono avant de signer un chèque et d'enterrer toute l'affaire. De l'autre côté de la table était assise Manon, la professeure Anjali Sharma et une jeune associée du centre. Pour Caillouet, elle semblait petite et insignifiante face à la toile de fond de sa puissance corporative. Il n'a même pas pris la peine de lever les yeux lorsqu'elles sont entrées. Monsieur Lefebvre était également présent, assis à l'extrémité de la table avec son propre avocat, l'air pâle et diminué. Cromwell asseclairsit la gorge, intimate les debats. Nous sommes ici, commença-t-il de sa voix tonitruante, pour finaliser les termes d'un accord de séparation concernant l'emploi de mademoiselle Dubois chez l'Ambroisie. Mon client, monsieur de Caillouet, qui n'est ici qu'à titre de conciliation, a gracieusement contribué à une offre de règlement de 100 000 € en échange d'une renonciation complète à toutes les réclamations et d'un accord de non-divulgation permanent et contraignant. Il avait doublé l'offre précédente, un chiffre dont il était certain qu'il mettrait fin à l'affaire. La professeure Sharma sourit faiblement. Merci, maître Cromwell. Cependant, nous ne sommes pas ici pour discuter de cette offre. Nous sommes ici pour présenter l'ensemble de notre plainte avant de passer au procès. Cromwell ricana. Un procès? Sur quel fondement? Vous avez un témoin qui a été licencié pour insubordination et un restaurateur avec une comptabilité négligente. C'est une nuisance. Énumérons les nuisances, voulez-vous? A dit Sharma, sa voix calme et tranchante. Elle posa un dossier sur la table. Premièrement, nous avons le licenciement abusif de ma cliente, mademoiselle Dubois, directement provoqué par les menaces de votre client contre monsieur Lefebvre, a fait que monsieur Lefebvre a attesté sous serment. Elle fit un signe de tête vers le propriétaire terrifié. Caillouet leva les yeux de son téléphone pour la première fois, une lueur d'agacement dans les yeux. Deuxièmement, continua Sharma, nous avons l'action collective pour vol de salaire contre l'Ambroisie. Une conséquence directe de l'environnement de peur que votre client a favorisé. La responsabilité financière pour cela seul mettra le restaurant en faillite. C'est le problème de Lefebvre, pas le nôtre, intervint Cromwell. Vraiment, contra Sharma. Quand la presse s'emparera de l'histoire, et elle le fera, le titre ne sera pas un restaurant vole les pourboires. Ce sera la colère d'un milliardaire révèle la criminalité dans un établissement d'élite.
La marque de votre client est bâtie sur une image de perfection et de pouvoir. Cette histoire le fait passer pour un tyran mesquin et abusif. L'amaquar de Kalawat S.E. Sarah. Il posa son téléphone. Et enfin, dit Sharma, il y a la question de la contre-poursuite pour diffamation que vous avez si stupidement déposée contre ma cliente. Elle ouvrit un autre dossier. Nous avons une déclaration sous serment de Madame Brigitte Parker, qui confirme chaque détail des abus verbaux de votre client. Nous étions prêts à faire déposer chaque client assis près de la table ce soir-là. Votre poursuite est non seulement sans fondement, mais elle constitue une poursuite abusive. Les dommages et intérêts pour cela seuls dépasseront de loin votre offre de règlement. La façade confiante de Cromwell commença à se fissurer. Il avait sous-estimé Sharma. Il l'avait prise pour une simple idéaliste, pas pour un grand maître jouant aux échecs avec 3 coups d'avance. Tout cela est circonstanciel, balbutia-t-il. Caillouet prit enfin la parole, sa voix dégoulinant de mépris. Assez de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? 200,000? 500,000? Donnez un prix. Tout le monde en a un. Il adressa cela à Manon, ses yeux la transperçant, s'attendant à ce qu'elle s'effondre. Manon soutint son regard sans ciller. Son cœur battait la chamade, mais sa voix était stable. Vous avez raison, dit-elle. J'ai un prix. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. Elle regarda la professeure Sharma, qui lui fit un subtil signe de tête. Le moment était venu. Monsieur de Caillouet, dit Sharma, son ton changeant, devenant grave. Nous devons discuter d'une autre affaire. Une usine de fabrication appartenant à Innovation Caillouet dans une petite ville appelée Chêne-Rivière. Le nom resta en suspens dans l'air. Pour la première fois, une véritable émotion traversa le visage d'Hubert de Caillouet. Pas de la colère, pas de l'arrogance, mais un éclair de pur choc glacial. Cromwell regarda son client, puis de nouveau Sharma, complètement déconcerté. Qu'est-ce que cela? À voir avec quoi que ce soit? Au cours de notre communication de pièces pour le procès en diffamation, mentit Sharma avec aisance, nous avons commencé à examiner les pratiques commerciales plus larges de Monsieur de Caillouet pour établir un schéma de comportement, et nous avons trouvé des liens troublants. Elle fit glisser un nouveau classeur épais au centre de la table. Nous avons trouvé une ville souffrant d'un foyer de cancer statistiquement impossible qui a commencé peu de temps après l'ouverture de votre usine. Une usine située directement en amont de la nappe phréatique de la ville. Elle continua, sa voix comme de la glace. Nous avons trouvé un procès scellé d'un ancien responsable de la sécurité, Robert Fournier, que nous avons localisé et à qui nous avons parlé. Nous savons qu'il a été licencié pour avoir refusé de falsifier les registres d'élimination des déchets. Et sur la base de ces informations, nous avons demandé les registres de votre sous-traitant d'élimination, Tristet Environnement. Ces registres, Monsieur de Caillouet, montrent des déversements illégaux de solvants cancérigènes sur une période de 5 ans. La pièce était absolument silencieuse. Le visage de Caillouet était un masque pâle et mortel. Cromwell fixait le classeur comme s'il s'agissait d'un serpent venimé. Nous avons des analyses d'échantillons d'eau, insista Sharma. Nous avons des dossiers médicaux. Nous avons un lien de causalité directe. Nous avons une histoire qui ne ternira pas seulement votre marque, mais qui mènera à des auditions parlementaires, des enquêtes de l'Agence de l'environnement et des poursuites d'actionnaires qui dévasteront Innovation Caillouet. Cela mènera à des accusations criminelles. Homicide involontaire, peut-être. Elle fit une pause, laissant le poids du mot s'installer dans la pièce opulente. Et au centre de tout cela, dit-elle, son regard se tournant vers Manon, se trouve la jeune femme que vous avez fait renvoyer. Une femme qui a grandi à Chêne-Rivière. Caillouet tourna enfin la tête et regarda vraiment Manon. Il ne vit pas une serveuse, pas une fonction, mais l'architecte de sa ruine. Il vit le visage d'un fantôme d'une ville qu'il avait considérée comme un coup d'exploitation. Ma sœur Chloé a une leucémie, dit Manon, sa voix épaisse d'émotion mais inébranlable. Elle jouait dans le ruisseau du moulin. L'eau qui coule juste à côté de votre usine. Vous n'avez pas seulement renversé du vin sur une nappe, Monsieur de Caillouet. Vous avez déversé du poison dans la vie de toute ma ville. C'est vous qui avez fait ça à ma sœur. Le barrage a cédé. L'arrogance, le pouvoir, les milliards. Tout s'est évaporé, ne laissant qu'un homme piégé et vaincu. Hubert de Caillouet, le titan de l'industrie, suffice sur sa chaise. Qu'est-ce que vous voulez, murmura-t-il, la voix rauque. Voici notre prix, dit Sharma, faisant glisser une seule feuille de papier sur la table. Ce n'était pas un règlement. C'était une liste de conditions. 1. Des excuses publiques à Manon Dubois. 2. Le paiement intégral du règlement de l'action collective pour les employés de l'Ambroisie. 3. La création d'un fonds d'indemnisation de 500 millions d'euros pour les victimes du foyer de cancer de Chêne-Rivière. 4.
Le financement d'un nettoyage environnemental indépendant de l'approvisionnement en eau de la ville. 5. Un règlement personnel non traçable pour Manon Dubois et sa famille afin d'assurer les meilleurs soins médicaux pour Chloé pour le reste de sa vie. Le montant était laissé en blanc. Kayla fixa la liste. Ce n'était pas une négociation. C'était une reddition inconditionnelle. Il regarda Cromwell, dont le visage était sombre. Il n'y avait pas d'issue. Sharma et Manon l'avaient eu. Il prit un stylo, sa main tremblant, et inscrivit un nombre à 8 chiffres dans l'espace vide. Puis il signa le document. La guerre était terminée. Enfin. De compte, il ne s'agissait pas de l'argent. Pour Manon Dubois, la victoire n'était pas le nombre que Caillouet a écrit sur ce papier. C'était la justice que ce nombre représentait. Le fonds qu'elle a aidé à créer a fourni de vrais soins aux familles de Chêne-Rivière, des gens qui avaient souffert en silence pendant des années. Il a payé pour que Chloé voie les meilleurs médecins du monde, lui donnant une chance de se battre qu'elle n'aurait jamais eue. L'empire d'Hubert de Caillouet a été ébranlé jusqu'à ses fondations, et il est devenu un symbole du mal incarné par les entreprises. Son nom est à jamais lié à la ville qui l'a empoisonné. Manon a terminé ses études de droit, major de sa promotion. Elle n'a pas rejoint un grand cabinet d'affaires. Au lieu de cela, elle a utilisé son règlement pour créer une fondation, une puissance juridique dédiée à la lutte pour des gens comme elle, contre des tyrans comme Caillouet. Son histoire est un puissant rappel que personne n'est indigne d'attention et que personne n'est au-dessus de la responsabilité. Une seule personne, armée de la vérité et du courage de la dire, peut en effet changer le monde. Que pensez-vous de l'incroyable parcours de Manon? Vous êtes-vous déjà senti impuissant face à une force plus grande? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a inspiré, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies de justice et d'émancipation. Merci de votre écoute.